La pluie fine tombait comme un voile sur la ville, rendant les trottoirs glissants et les enseignes floues. Sous sa casquette rouge, la jeune livreuse pressait le pas, l'ombre de son sac jaune découpé par les néons des boutiques encore ouvertes. Elle avait promis à sa mère de rentrer plus tôt, mais il restait ce dernier colis, celui qui s'était ajouté à la dernière minute, celui qui sonnait comme un test imposé par la vie. Elle n'aimait pas ce travail, les escaliers sans ascenseur, les interphones qui ne répondaient pas, les clients méfiants. Pourtant, elle avançait, déterminée, le souffle régulier comme un métronome qui refuse de s'arrêter. La ville vibrait d'un bruit sourd, celui des pneus sur l'asphalte humide, des moteurs impatients, des musiques étouffées derrière des portes closes. Elle traversa une artère presque déserte, consulta l'adresse sur son téléphone. Encore 12 minutes à pied. Elle grogna, resserra la lanière de son sac, et repartit. À chaque pas, une pensée revenait, partir, tout quitter, recommencer ailleurs. Elle y pensait depuis des mois. Elle imaginait une petite chambre claire, un emploi simple mais digne, un réveil sans angoisse. Mais l'argent manquait, le courage aussi, peut-être. Alors, elle repoussait l'idée au lendemain, comme on repousse la marée avec la main. Au coin de la rue, un bus passa, haletant, projetant une vague d'air humide qui lui gifla le visage. Elle sourit malgré elle. La fatigue dessinait de petites brûlures sous ses yeux, mais elle sentait cet entêtement étrange qui naît quand on touche presque au bout d'une journée, finir, simplement finir. Elle pensa à la promesse faite à elle-même de ne jamais s'endurcir au point d'oublier pourquoi elle travaillait. Pour payer ce loyer absurde, oui. Pour aider un peu sa mère, oui. Mais aussi pour prouver qu'on pouvait prendre des coups sans devenir pierre. Elle accéléra de nouveau. Un chat surgit d'une cour, fila entre ses jambes, lui arrachant un rire nerveux. La pluie redoubla, plus serrée, plus froide. Ses baskets buvaient l'eau comme des éponges, ses doigts devenaient engourdis. Deux adolescents passèrent en courant, se bousculant, libres comme des flèches. Elle, au contraire, tirait derrière elle le poids de toutes ses heures. Elle se redressa. Pas question de flancher maintenant. À un feu, elle s'abrita sous l'auvent d'une boulangerie qui sentait le beurre chaud et la cannelle. Ses yeux se posèrent sur son reflet dans la vitre, capuche sombre, joue rosie par l'effort, lèvres pincées. Qui était-elle, au fond? Une silhouette interchangeable, ou bien quelqu'un qui, un jour, oserait dire stop? Elle rangea le téléphone, resserra sa queue de cheval, puis repartit dès que le signal tourna au vert point et la rue suivante était plus étroite, plus calme. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune et vacillante qui faisait danser les ombres sur les murs. Elle connaissait ce quartier, des façades propres, des fenêtres closes, le silence propre au lieu où l'on a tout pour être heureux, sauf le besoin de parler aux passants. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais d'une hâte têtue. Encore quelques blocs, et elle déposerait ce colis. Elle imagina le geste final, la signature, le bonne soirée, le sac qu'on vide, l'épaule qui se détend. Elle se promit un thé brûlant en rentrant, une douche, un message rapide à sa mère, « Je vais bien ». Mais quelque chose, dans cette nuit mouillée, lui sembla décalé. Un souffle d'air frais glissa entre deux immeubles, porteur d'une odeur métallique et d'une inquiétude muette. Elle hésita, regarda derrière elle. Rien, sinon la pluie et l'asphalte brillant. Elle repartit. Les semelles claquaient doucement, rythme obstiné d'une vie ordinaire en quête d'une sortie. Et alors que l'horloge de l'église voisine sonnait le quart, elle comprit que sa course n'était pas seulement contre le temps, mais contre l'habitude qui emprisonne. Elle serra le colis contre elle, comme on serre une décision pas encore prononcée. Au bout de la rue, la lumière d'un carrefour pulsa. Elle inspira profondément. Encore quelques minutes, se dit-elle. Après, on verra. Après, peut-être, commencer autre chose. Le trottoir était désert, lavé par la pluie qui ruisselait encore le long des caniveaux. Les néons d'un bar fermé clignotaient au loin, dessinant des halos tremblotants sur les pavés. La jeune livreuse avançait d'un pas lourd, ses jambes douloureuses, son dos meurtri par le poids du sac qu'elle portait depuis le matin. Elle pensait déjà au lit, à la chaleur des couvertures, quand un détail lui arracha de ses rêveries mécaniques. Là, à quelques mètres d'elle, une silhouette gisait contre le mur d'un immeuble. D'abord, elle crut qu'il s'agissait d'un sac abandonné ou d'un sans-abri endormi. Mais en s'approchant, elle distingua la pâleur d'un visage, les mains crispées comme cherchant l'air, et une respiration haletante qui résonnait dans le silence de la rue. Son cœur accéléra. Elle resta figée une seconde, comme paralysée par l'incongruité de la scène. Dans cette nuit glaciale, ce vieil homme semblait à l'agonie.
Ses yeux, mi-clos, reflétaient une douleur profonde, une lutte invisible contre un corps qui cédait. Elle posa son sac, hésitante. Ses doigts tremblaient. Tout en elle criait qu'elle devait se hâter, livrer son colis, rentrer vite. Mais une autre voix, plus intime, plus forte, la retenait, « Et si c'était ton père ?» Elle se souvint des longues heures passées à l'hôpital auprès de lui, des bips des machines, de l'angoisse de chaque souffle incertain. Elle ne pouvait pas ignorer ce vieillard. Elle se pencha, toucha son épaule. Sa peau était glacée, sa chemise humide de sueur. L'homme ouvrit faiblement les yeux, chercha son visage, puis sembla vouloir parler sans réussir à articuler. Ses lèvres tremblaient, aucun mot n'en sortit. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Monsieur ? Vous m'entendez ?» Sa voix résonna étrangement, comme trop forte dans ce silence pesant. Elle regarda autour d'elle, aucune voiture, aucun passant. Le monde semblait s'être vidé, ne laissant qu'elle et ce vieillard suspendu à la vie par un fil ténu. Elle sortit son téléphone de sa poche. Un réflexe, appeler une ambulance. Mais aussitôt, la vibration des notifications fit apparaître l'écran familier de son application de travail. Son patron. Les rappels s'enchaînaient, dernière livraison en retard vite, on ne peut pas perdre de clients. Ses dents se serrèrent. Son travail ou cet homme. Elle détourna les yeux, regarda de nouveau le vieil homme. Ses paupières battaient lentement, ses mains s'agrippaient au vide. Il n'avait pas le luxe d'attendre une décision calculée. C'était maintenant ou jamais. Elle inspira profondément, glissa son téléphone dans sa poche et s'agenouilla. Sa respiration se fit rapide, son esprit partagé entre peur et instinct. Elle pensa à toutes les histoires lues dans les journaux, des passants qui détournent le regard, des vies perdues par indifférence. Non. Pas elle. Elle ne voulait pas être de ceux-là. Alors, d'un geste décidé, elle enleva son manteau et le posa sur la poitrine du vieillard. Elle approcha son oreille de sa bouche, cherchant un souffle, et sentit l'air chaud, faible, irrégulier. Elle lui prit la main, serrant ses doigts frêles dans les siens, comme pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. Un instant, elle crut voir dans ses yeux une reconnaissance muette, une étincelle de vie qui refusait de s'éteindre. Elle lui murmura doucement, comme on rassure un enfant. « Ça va aller, tenez bon. » Et au fond d'elle, un étrange pressentiment s'éveilla. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais elle sentait que ce geste, cette rencontre au détour d'une rue vide, allait marquer le début d'un chemin qu'elle n'aurait jamais. Le téléphone vibra dans sa poche comme un rappel brutal de la réalité. Elle sursauta, lâchant presque la main glacée du vieil homme. Elle sortit l'appareil en tremblant, l'écran brillait d'un nom qu'elle redoutait. Le patron. La sonnerie semblait résonner plus fort que les bruits de la pluie, comme si chaque vibration était un ordre impérieux. Elle décrocha d'une voix basse, espérant trouver les mots justes. « Où es-tu encore ?» gronda la voix au bout du fil. « Le client attend, tu sais ce que ça veut dire ? On ne peut pas se permettre de perdre des contrats. Si tu n'es pas là dans 5 minutes, c'est fini pour toi. Osait imaginer. Elle ouvrit la bouche, chercha une excuse, mais son regard retomba sur le vieil homme. Ses paupières tressaillaient, sa poitrine se soulevait faiblement, comme un souffle prisonnier. Son cœur se serra. Comment expliquer à un patron pressé qu'une vie humaine comptait plus qu'un colis ? J'ai eu un imprévu, dit-elle d'une voix étranglée. Pas d'excuse. Livrer, c'est ton travail. Sinon, tu dégages. La ligne se coupa dans un claquement sec. Le silence revint, plus lourd qu'avant. Elle sentit une bouffée de panique lui traverser la poitrine. Son emploi, aussi ingrat soit-il, représentait son maigre salaire, ses factures payées de justesse, les médicaments de sa mère. Tout basculait d'un coup, suspendu entre deux choix impossibles, sauver un inconnu ou sauver sa propre survie. Elle regarda le sac de livraison posé à ses pieds. Son monde entier semblait enfermé dedans, sa routine, ses chaînes, ses peurs. Puis son regard glissa vers le vieil homme. Son monde à lui s'échappait, goutte à goutte, souffle après souffle. Son esprit s'embruma de pensées contradictoires. Une partie d'elle criait, « Pars. Livre le colis, assure ta place, sois raisonnable. » Une autre voix, plus profonde, plus intime, chuchotait, « Et si c'était la dernière chance pour lui ? Et si ton humanité se mesurait ce soir ?» Elle se redressa lentement. La pluie coulait sur son visage, mais elle ne la sentait plus. Elle saisit le sac de livraison,
le souleva et le posa brusquement sur le trottoir. Le bruit sourd résonna comme une décision irrévocable. À genoux, elle sortit de nouveau son téléphone, mais cette fois pour composer le numéro des urgences. Ses doigts glissaient sur l'écran humide, sa voix tremblait en expliquant l'adresse, la situation. La standardiste lui demanda de rester en ligne, de surveiller la respiration du patient. « Ne me lâchez pas », murmura-t-elle au vieil homme en reprenant sa main froide. « Je reste avec vous. » Une étrange paix l'envahit au milieu du chaos. Elle savait ce qu'elle venait de perdre, son emploi, son maigre équilibre. Mais elle savait aussi ce qu'elle venait de sauver, une vie, et peut-être quelque chose en elle-même qu'elle croyait déjà perdue, cette part d'humanité qu'on étouffe trop souvent sous les contraintes du quotidien. Le vieil homme gémit faiblement, ses lèvres esquissèrent un souffle sans mots. Elle serra sa main, comme pour lui transférer sa propre force. Les secondes s'étiraient, interminables, mais elle n'avait plus peur. Le bruit lointain d'une sirène finit par fendre le silence de la nuit. Alors elle comprit, il n'y avait pas de retour en arrière. Ce choix décisif venait de tracer une nouvelle route, et sa vie entière allait s'en trouver bouleversée. Le temps semblait s'être figé autour d'elle. La pluie s'était calmée, mais le trottoir brillait encore des reflets des lampadaires. La jeune livreuse était agenouillée auprès du vieil homme, sa main serrant la sienne comme pour l'ancrer à la vie. Son téléphone, posé à côté, diffusait encore la voix métallique de l'opératrice du SAMU qui la guidait pas à pas. Vérifiez sa respiration. Approchez votre joue de sa bouche. Est-ce qu'il respire encore? Elle obéit, le cœur battant à tout rompre. Elle sentit un souffle faible, irrégulier, comme une flamme prête à s'éteindre. Ses yeux s'embuèrent. Oui, mais c'est très faible, murmura-t-elle. Bien. Ne le laissez pas seul, restez avec lui. Si sa respiration s'arrête, vous devrez pratiquer une réanimation. Savez-vous comment faire? Son ventre se serra. Elle avait vaguement appris les gestes à l'école, mais les souvenirs étaient flous. Ses mains tremblaient rien qu'à l'idée. Pourtant, elle hocha la tête comme si l'opératrice pouvait la voir. Oui, je vais essayer. Elle posa son manteau roulé en boule sous la tête du vieil homme, pour l'empêcher de heurter le sol froid. Son sac de livraison restait abandonné derrière elle, symbole d'un autre monde qu'elle avait quitté quelques minutes plus tôt. Ici, il n'y avait plus de colis, plus de clients, plus de patrons en colère. Il n'y avait que ce souffle fragile et ses deux mains. Le vieil homme émit un gémissement étouffé. Ses doigts se crispèrent légèrement sur les siens, comme un appel muet à ne pas céder. Elle sentit ses larmes monter, mais elle inspira profondément. Pas question de craquer maintenant. Tenez bon. Je suis là, vous n'êtes pas seul. Les secondes s'étiraient comme des heures. Elle guettait le moindre signe de changement, un mouvement de poitrine, un battement de paupières, le souffle qui revenait par vagues irrégulières. Le froid la glaçait jusqu'aux os, mais elle ne bougeait pas. Soudain, le corps du vieil homme se raidit légèrement, sa respiration se bloqua. La panique la saisit. Elle se pencha, secoua doucement son épaule. « Monsieur, restez avec moi. » Rien. Son cœur accéléra, martelant dans ses tempes. Elle entendit encore la voix calme mais ferme de l'opératrice. Commencez les compressions. 30 pressions, puis 2 insufflations. Vous pouvez le faire. Ses mains se posèrent maladroitement au centre de la poitrine. Elle hésita, puis appuya. 1 fois. 2 fois. Le bruit sourd de ses paumes frappant le thorax résonna dans la nuit. Elle comptait à voix haute, la gorge serrée. 1, 2, 3, 4. Ses bras tremblaient, mais elle tenait le rythme, luttant contre sa peur. Chaque pression était une prière muette, reviens, respire, ne pars pas. Au 30e, elle se pencha, pinça doucement le nez du vieil homme et posa ses lèvres sur les siennes pour insuffler de l'air. 1 fois, 2 fois. Elle s'écarta, cherchant désespérément un signe. Son souffle revint, faible, irrégulier, mais bien présent. Elle eut un sanglot de soulagement. Ça marche, il respire. Très bien, continua la voix au téléphone. Restez près de lui, l'ambulance arrive. Elle reprit la main glacée du vieil homme dans la sienne, ses doigts serrés comme ceux d'une fille veillant son père. Elle lui parlait doucement, sans même savoir s'il pouvait l'entendre. Vous n'avez pas le droit d'abandonner, vous m'entendez? Vous allez vous accrocher. Le temps perdit toute consistance. Elle ne savait plus si 5 ou 10 minutes avaient passé. Mais bientôt,
un son lointain fendit la nuit, celui d'une sirène. D'abord un murmure, puis un rugissement qui se rapprochait. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle ne les avait jamais autant attendues, ces sirènes. Quand les gyrophares bleus illuminèrent enfin la rue, elle eut la sensation d'un miracle. 2 ambulanciers surgirent, se précipitèrent vers eux avec leur matériel. L'un posa une main ferme sur son épaule. « Bravo mademoiselle. Sans vous, il n'aurait pas tenu point et eut un sourire tremblant, incapable de répondre. » Tandis qu'ils installaient le vieil homme sur un brancard, elle resta agenouillée sur le trottoir, vidée de ses forces mais le cœur étrangement apaisé. Elle avait perdu son travail, peut-être son avenir immédiat, mais elle venait de sauver une vie. Et rien, absolument rien, ne pouvait valoir plus que cela. Le vestiaire sentait le déodorant bon marché et la pluie séchée sur des tissus synthétiques. Les casiers métalliques claquaient comme des portes de cellules, et chaque bruit semblait souligner la même sentence, tu n'avais pas le droit d'être en retard. La jeune livreuse entra sans bruit, les cheveux collés par l'humidité, le sac vide au dos comme une coquille trop lourde. Sur le panneau d'affichage, un post-it rouge flamboyait déjà, griffonné d'une écriture nerveuse, entretien immédiat au bureau. Elle inspira, essuya ses mains sur son jean et traversa le couloir. Dans l'open space, 2 collègues levèrent à peine la tête de leurs écrans, l'un esquissa un sourire qui piqua comme une aiguille, l'autre chuchota quelque chose qui fit glousser la table entière. Elle ne ralentit pas tenir la tête droite, c'était tout ce qui lui restait. Le patron l'attendait, chemise trop blanche, cravate trop serrée, visage fermé. Derrière lui, la pluie rayait la vitre comme un rideau de corde. Il ne proposa pas de s'asseoir. « On a perdu le client, dit-il, sans préambule. 30 minutes de retard. Dans ce métier, ça ne pardonne pas. » Il y avait un homme. Il s'effondrait sur le trottoir. « J'ai appelé les urgences. Je ne te paye pas pour jouer à l'héroïne. Je te paye pour livrer. » Les mots tombèrent, plats, secs. Elle sentit la colère monter, la honte aussi, 2 serpents emmêlés. Elle aurait voulu expliquer la respiration qui s'éteignait, la main glacée, la sirène qui fend la nuit. Mais elle comprit que ça ne servirait à rien. Certains murs n'entendent pas. Tu rends ton matériel, conclut-il. Solde de tout compte en fin de semaine. Ça y était. 2 phrases pour effacer des mois de pluie, d'escaliers sans ascenseur, de clients impolis, de douleur dans les genoux. Elle hocha la tête. Ne pas pleurer ici. Pas devant lui, pas devant ces gens qui ne voyaient du monde que le récapitulatif des livraisons. Dans le vestiaire, elle ouvrit son casier. Dedans, une paire de gants, une photo cornée d'elle et de sa mère, un carnet avec des adresses griffonnées. Elle prit la photo, la glissa dans sa poche. Quand elle referma la porte, le métal vibra longtemps, comme un écho de départ. Alors ? Lança une voix derrière elle. Alors, rien, répondit-elle. C'est fini. Fini ? Répéta l'autre, faussement compatissant. T'avais qu'à courir plus vite. Un rire parcourut la pièce, nerveux et cruel. Elle rangea calmement le sac jaune sur l'étagère des retours. Les moqueries passaient sur elle comme la pluie sur une vitre, elles existaient, mais ne touchaient plus ce qui, en elle, venait de se réveiller. Elle pensa au vieil homme. À la pression faible de ses doigts. Sans toi, il n'aurait pas tenu, avait dit l'ambulancier. Cette phrase valait un salaire entier. Dehors, l'air était plus froid. Elle s'abrita sous l'auvent, composa machinalement le numéro de sa mère, puis s'arrêta. Que dire ? J'ai perdu mon travail ou j'ai sauvé quelqu'un. Les 2 étaient vrais, mais pas du même poids. Elle remit le téléphone dans sa poche. D'abord marcher. La rue brillait de flaques et de réverbères. Chaque pas semblait plus léger que le précédent, comme si le sol, reconnaissant, lui rendait un peu de sa force. La peur, pourtant, rampa soudain, loyer du mois prochain, course, facture d'électricité. Elle inspira lentement, teint ferme. La panique est un chien, si on la regarde dans les yeux, elle finit par reculer. Au carrefour, elle s'arrêta devant la vitrine sombre d'une boutique de déco. Son reflet lui renvoya une jeune femme au blouson humide, les cernes un peu bleues, mais le regard étonnamment clair. Elle se découvrit digne. Pas invincible. Digne. Elle pensa aux grands renoncements qui n'en sont pas. Dire non à l'indifférence, c'est dire oui à quelque chose de plus vaste. Elle le sentait, sans pouvoir encore le nommer. Sa vie venait peut-être de se compliquer, mais elle s'était aussi,
étrangement, agrandie. Elle n'était plus seulement une silhouette pressée avec un sac jaune, elle était celle qui avait choisi la vie, au milieu d'une nuit où tout poussait à l'inverse. Le téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu, Hôpital Saint-Victor. L'homme que vous avez aidé est pris en charge. Merci. Aucun nom, aucune signature. Mais ces deux mots pris en charge réchauffèrent sa poitrine comme un feu discret. La pluie reprit, fine et obstinée. Elle releva sa capuche, sourit malgré elle, et se remit en marche. Elle n'avait plus d'emploi, c'était vrai. Pourtant, elle sentait sous ses pas une route nouvelle, fine encore, fragile, mais ferme comme un fil de lumière. Le sacrifice avait un poids, ce soir, elle le portait sans plier. Demain, elle trouverait. Demain, elle inventerait. Ce soir, elle avait sauvé quelqu'un. Et c'était déjà, contre toute logique, le début. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un souffle, laissant entrer une odeur mêlée de désinfectant et de linge propre. La jeune femme hésita un instant dans le hall, serrant son manteau contre elle. Elle n'avait rien à faire ici, pensa-t-elle. Elle n'était ni parente, ni proche, ni même une amie. Simple passante qui avait refusé de détourner le regard. Mais depuis cette nuit, une force obscure l'avait conduite jusqu'à cet hôpital. Elle s'approcha du comptoir d'accueil. La secrétaire leva à peine les yeux, concentrée sur ses formulaires. « Bonsoir. Je suis venu prendre des nouvelles d'un patient. Un homme âgé, amené ici hier soir par les urgences. » « Non, » demanda la femme, laconique. Elle rougit, baissa les yeux. « Je ne le connais pas. Mais j'étais avec lui quand on l'a trouvé dans la rue. » Un silence gêné s'installa. Finalement, la secrétaire haussa les épaules, consulta son écran, puis désigna un couloir. Chambre 214. Mais ne restez pas trop longtemps. Le cœur battant, elle suivit les panneaux. Chaque pas résonnait sur le sol brillant, entre les néons qui clignotaient. L'hôpital semblait plongé dans une torpeur étrange, où les respirations lointaines, les bruits de pas feutrés, et les bips électroniques formaient une mélodie lancinante. Elle poussa doucement la porte de la chambre. Là, sur un lit étroit, reposait le vieil homme. Son visage paraissait encore plus pâle sous la lumière crue, et les tuyaux reliés à ses bras semblaient aspirer la force qu'il lui restait. Un moniteur affichait une ligne irrégulière ponctuée de battements. Elle s'avança à pas de loup, comme si elle risquait de le réveiller trop brutalement. Pendant de longues minutes, elle resta debout, les yeux fixés sur lui. Sa poitrine se soulevait par à-coups, chaque respiration semblant une bataille. Elle tira une chaise, s'assit près de lui, et, sans réfléchir, lui prit la main. Cette main froide, osseuse, qu'elle avait déjà tenue sur le trottoir. « Vous ne me connaissez pas, mais je suis là. » Sa voix s'étrangla un peu. Elle s'efforça de sourire, même si ses larmes menaçaient de couler. Elle parla d'abord de choses banales, presque absurdes, la pluie qui tombait encore sur la ville, les vitrines décorées pour les fêtes, le thé brûlant qu'elle s'était promis mais qu'elle n'avait pas bu. Puis, peu à peu, ses confidences prirent un ton plus intime. « Vous savez, j'ai perdu mon travail à cause de vous, » lança-t-elle dans un murmure qui ressemblait à une blague. « Mais je ne regrette pas. Je crois que je n'avais jamais rien fait d'aussi juste de toute ma vie. » Elle baissa les yeux, serra plus fort sa main. Dans ce silence, elle se surprit à parler comme à un père absent, un père qu'elle aurait voulu avoir à ses côtés dans les moments difficiles. Elle lui raconta son enfance, sa mère qui se tuait au ménage, ses rêves de partir ailleurs, son sentiment d'être invisible dans une ville qui ne pardonnait pas la faiblesse. « Vous dormez, mais moi je parle, » dit-elle en esquissant un sourire triste. « Peut-être que vous m'entendez, quelque part. Peut-être que je ne suis pas si seule, assise ici. » Le moniteur émit un bip plus rapide, comme un signe ténu. Elle leva la tête, émue, croyant voir ses paupières bouger. Mais elles restèrent closes. Le temps s'étira. Elle resta là des heures, oubliant la fatigue, oubliant l'heure tardive. Elle ne savait pas pourquoi elle ressentait ce besoin de revenir, encore et encore. Peut-être parce qu'elle s'était attachée à cet inconnu en quelques minutes, parce qu'il représentait une sorte de mystère, ou simplement parce qu'elle ne supportait pas l'idée qu'il lutte seul entre deux mondes. Lorsqu'une infirmière entra pour vérifier les constantes, elle lui adressa un regard étonné. « Vous êtes sa fille ?» Elle secoua la tête. « Non. Juste quelqu'un qui passait. » L'infirmière eut un sourire bref.
Alors vous êtes quelqu'un de rare, ces mots la bouleversèrent. Elle resta jusqu'à ce que l'horloge de la chambre indique minuit. Puis, avant de partir, elle se pencha vers le vieil homme, et, d'une voix tremblante, lui murmura. « Je reviendrai demain. Ne partez pas sans moi. » Et dans le silence de l'hôpital, elle crut entendre, ou peut-être imaginer, un souffle plus profond, comme une réponse muette. Et elle se tenait dans l'embrasure d'une baille vitrée qui donnait sur le couloir, un endroit d'où l'on voyait sans être vu. Costume anthracite, montre à l'acier discret, épaules parfaitement tenues, un homme façonné par les salles de conseil et les tables de négociation. Pourtant, dans ses yeux, quelque chose tremblait. Le milliardaire observait la jeune femme assise près du lit, tenant la main de son père avec une douceur qui heurtait sa carapace. Depuis la veille, il ne cessait de remonter le fil. Son père, qu'on lui avait dit solide comme une vieille pierre, avait été trouvé à demi inconscient sur un trottoir. Les médecins parlaient de fatigue cardiaque, de chute de tension, de ces mots qui font du corps une équation. Eux-mêmes, les médecins, avaient ajouté un détail, sans l'intervention de la jeune fille, il n'aurait peut-être pas tenu. Ce peut-être avait résonné en lui plus fort qu'un coup de tonnerre. Il avait l'habitude des gestes fins, de l'intérêt calculé, des bienveillances qui masquent un projet. Il connaissait par cœur les regards qui pèsent, qui évaluent, qui chiffrent. Mais cette jeune inconnue ne demandait rien. Elle parlait au vieil homme avec une voix basse, presque enfantine, et ces mots qu'il devinait à travers la vitre semblaient n'avoir d'autre but que de le retenir au bord de la nuit. Elle revenait, encore et encore, comme si une promesse silencieuse l'avait liée à ce lit. Il fit un signe à l'infirmière de garde. Depuis quand est-elle là? Elle vient depuis hier. Reste 1 heure, parfois 2. Ne trouble personne. Elle apporte un silence, utile, répondit l'infirmière après une hésitation. Elle a donné un nom? Non. Juste le vôtre, quand on lui a demandé qui elle venait voir. Elle a dit, je viens voir le père d'un homme qui a encore besoin de lui. Le milliardaire eut un mouvement presque imperceptible, comme si une phrase mal ajustée venait de lui érafler la peau. Le père d'un homme qui a encore besoin de lui. Ce n'était pas un compliment. C'était une vérité. Et il détestait les vérités qui l'atteignaient sans prévenir. Il consulta son téléphone, par habitude plus que par nécessité. Les messages s'amoncelaient, propositions, alertes, demandes de validation. Il les balaya d'un geste du pouce, comme on repousse une marée. Là, dans ce couloir stérile, sa puissance avait la fragilité du verre. Ce qui tenait son monde, sans qu'il l'avoue jamais, c'était ce vieil homme au souffle irrégulier et, à présent, la main d'une inconnue posée sur la sienne. À travers la vitre, il surprit un sourire furtif de la jeune femme, un sourire qui n'était destiné à personne d'autre qu'à l'homme endormi. Elle lui parlait d'une voix basse. Il ne saisit pas les mots, mais en comprit la teneur, des choses simples, la météo, une scène de rue, un souvenir d'enfance qu'elle lui confiait comme on dépose un talisman. Son père, comme en réponse, eut un frisson léger au coin des lèvres. Le milliardaire sentit une gêne monter en lui, un mélange de gratitude et de jalousie, étrange rivalité avec une présence qui, en quelques heures, avait trouvé une place que ni les proches intéressés, ni les alliés, ni les domestiques n'occupaient. Il tenta de se reprendre, en homme qui préfère classer les événements. Qui était-elle? Pourquoi s'attachait-elle ainsi? Quel prix viendrait, un jour, se présenter pour cet attachement? Dois-je lui parler, demanda-t-il à mi-voix, plus pour lui-même que pour l'infirmière. Vous pourriez simplement la remercier, suggéra celle-ci. Parfois, les mots simples sont les plus difficiles à dire. Il eut un demi-sourire, bref et sans chaleur. Les mots simples, c'était vrai, lui brûlaient la bouche. Il préféra s'éloigner de la vitre et s'enfoncer dans l'ombre du couloir, où une plante en pot tenait lieu de décor. Il composa le numéro de son assistant. Je veux un dossier. Discret. Son nom, son adresse, son emploi. Tout ce qui peut expliquer pourquoi elle était là. Bien, monsieur. Et, ajoute une consigne, aucune approche brutale. Je veux comprendre, pas effrayer. Il raccrocha, honteux de cette prudence qui ressemblait à de la suspicion. Mais la vigilance l'avait sauvé trop de fois pour qu'il la renie. Il retourna vers la vitre. La jeune femme se leva, réajusta doucement le drap, lissa la chemise d'hôpital, un geste 1000 fois plus tendre que tous les bouquets livrés au nom du fils. Lorsqu'elle quitta la chambre, elle passa devant lui sans le voir. Il sentit son parfum discret et noir, puis les linges propres et un courant d'air froid s'engouffra avec elle dans l'ascenseur.
Il resta un instant immobile, partagé entre le désir de l'arrêter et celui de laisser intact ce qu'elle avait déposé là, une paix fragile, presque sacrée. Il entra enfin, seul, auprès de son père. S'assit à la place qu'elle avait laissée tiède, posa sa main lourde, malhabile sur celle du vieil homme. « Je suis là », voulut-il dire, mais aucun son ne sortit. Après une minute, il souffla seulement. « Tiens bon. » Dans le couloir, l'infirmière notait l'heure des visites. Elle leva les yeux vers la vitre et surprit, sur le visage du milliardaire, une expression qu'elle n'avait vue chez lui dans aucun article, la vulnérabilité. Derrière les regards discrets, quelque chose venait de s'ouvrir, comme une brèche minuscule par où pourrait passer la lumière. La chambre baignait dans une lumière grise de fin d'après-midi. Les stores laissaient filtrer quelques raies qui coupaient l'air en diagonale pâle. Le moniteur, avec ses bips réguliers, donnait l'illusion d'un temps suspendu, comme si chaque seconde hésitait avant de se poser. La jeune femme, assise au chevet du vieil homme, avait presque fini par croire qu'il ne se réveillerait jamais. Elle s'était habituée à son souffle irrégulier, à ses yeux clos, à ce silence qui pesait entre eux comme une mer immobile. Mais ce jour-là, un mouvement subtil troubla la surface. Le vieil homme remua les doigts, un frisson qui parcourut sa main jusqu'à la sienne. Elle se redressa aussitôt, son cœur cognant dans sa poitrine. Ses yeux, lourds comme des pierres, s'entr'ouvrirent lentement. L'air vibra d'une tension nouvelle. « Monsieur ? Vous m'entendez » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Ses paupières papillonnèrent encore, et un regard voilé, mais vivant, se fixa sur elle. Dans ce regard, elle crut lire à la fois la douleur, la fatigue, et une lueur ténue de reconnaissance. Ses lèvres s'ouvrirent. D'abord, ce ne fut qu'un souffle, un murmure inaudible. Elle se pencha, approcha son oreille de sa bouche. Un mot finit par s'échapper. Un nom. Court, distinct, porteur d'un poids écrasant, Delcourt. La jeune femme se figea. Ce nom, elle l'avait entendu 1000 fois. Dans les journaux, sur les façades d'immeubles, dans les conversations où l'on chuchote les fortunes et les pouvoirs. Delcourt. Le nom d'un empire bâti sur l'immobilier, la finance, les médias. Le nom d'une dynastie dont l'héritier, froid et redouté, dictait ses lois aux salles de marché et aux ministres. Elle recula d'un pas, comme si ce simple mot avait transformé la chambre. Ses doigts lâchèrent la main du vieil homme, puis revinrent aussitôt, par réflexe, pour ne pas l'abandonner. C'est impossible, pensa-t-elle. Elle avait sauvé un inconnu, pas un roi déchu. Et pourtant, ses yeux fixés sur elle confirmaient la vérité. Le vieil homme reprit son souffle, fragile. Ses lèvres tremblaient, mais il répéta, plus distinctement. Delcourt, mon nom. Cette fois, elle n'eut plus de doute. C'était bien lui. Le père du milliardaire que toute la presse décrivait comme inaccessible, impitoyable, solitaire. L'homme derrière les vitres teintées, les résidences protégées, les décisions qui bouleversaient des vies entières. Ce vieillard fragile, qu'elle avait trouvé gisant sur un trottoir désert, était à l'origine d'un empire. Elle sentit un vertige la traverser. Les images se superposèrent, l'homme inconscient qu'elle avait réchauffé avec son manteau, le corps qu'elle avait compressé de ses mains tremblantes, et maintenant ce patriarche. Elle sentit un vertige la traverser. Les images se superposèrent, l'homme inconscient qu'elle avait réchauffé avec son manteau, le corps qu'elle avait compressé de ses mains tremblantes, et maintenant ce patriarche dont le nom résonnait comme un mot de passe vers un autre monde. Elle, livreuse anonyme, avait mis son avenir en jeu pour sauver la lignée d'une des familles les plus puissantes du pays. Un pas résonna derrière elle. Elle sursauta. Leurs regards se croisèrent, et elle y lut un mélange de suspicion et de trouble. Comme si lui aussi peinait à croire ce qu'il voyait, une inconnue tenant la main de son père, comme une fille, comme une alliée. Le vieil homme, dans un effort immense, tourna faiblement la tête vers lui. Ses lèvres murmurèrent à nouveau. « Elle m'a sauvé. » Ces mots, à peine audibles, frappèrent le milliardaire comme une gifle. Il s'avança, lentement, ses yeux rivés sur la jeune femme. Elle, pétrifiée, ne savait s'il fallait fuir ou tenir bon. Le silence s'épaissit, seulement troublée par le bip du moniteur. Dans ce silence, elle comprit une chose, plus rien ne serait jamais comme avant. Elle n'était plus seulement la livreuse qui avait perdu son emploi. Elle venait d'entrer, malgré elle, dans une histoire plus vaste, un territoire dangereux où la reconnaissance se confond avec la méfiance, et où chaque geste peut changer un destin. Et ce destin, désormais, liait son nom à celui des Delcourt.
Le bureau du milliardaire ressemblait à un sanctuaire taillé dans le marbre et le verre. Les baies vitrées offraient une vue vertigineuse sur la ville, chaque tour illuminée comme une constellation artificielle. Pourtant, derrière ce décor grandiose, l'air vibrait d'une tension sourde. Il avait convoqué la jeune femme. Non pas comme on convoque une employée ou une suppliée, mais comme on appelle une énigme à résoudre. Elle entra timidement, ses pas hésitants sur le tapis épais. Elle avait troqué son uniforme de livreuse pour des vêtements simples, une chemise claire et un jean sombre, mais son regard trahissait la même sincérité que celle qu'il avait observée à travers la vitre de l'hôpital. Elle n'était pas préparée à ce face-à-face, et pourtant, elle se tenait droite, comme si la dignité était son seul bouclier. Il la détailla un instant en silence, cherchant à deviner ce qu'elle cachait. Mais il ne trouva rien d'autre qu'une vérité brute, une femme fatiguée, mais debout, qui n'attendait ni argent ni reconnaissance. Cela le déstabilisa plus que n'importe quelle négociation. « Vous saviez qui il était » demanda-t-il enfin, la voix basse mais tranchante. « Non » répondit-elle sans hésiter. « Pour moi, c'était juste un homme qui avait besoin d'aide. » Ce « juste un homme » résonna dans la pièce comme une gifle élégante. Lui, habitué à voir son père comme un symbole, un patriarche, un héritage vivant, entendait pour la première fois quelqu'un le ramener à sa simple humanité. Cela lui fit mal, mais cela l'éclaira aussi. « Vous avez perdu. Votre emploi, continua-t-il. Vous auriez pu passer votre chemin. Beaucoup l'auraient fait. Pourquoi rester ? Elle le fixa, ses yeux sombres reflétant une flamme qu'il n'avait pas prévue. Parce que si j'étais tombé dans cette rue, j'aurais voulu qu'on s'arrête pour moi. On n'a pas besoin d'un contrat pour tendre la main. Un silence s'abattit, lourd, presque sacré. Il se surprit à détourner les yeux, incapable de soutenir ce regard. Lui, l'homme qui affrontait des ministres, qui tenait des actionnaires en haleine, vacillait devant une vérité simple. Il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. La ville brillait en contrebas, mais il n'y trouva aucun réconfort. Il pensa à toutes les mains tendues qu'il avait refusées, à toutes les dettes de cœur qu'il n'avait jamais payées. Son père dormait encore dans une chambre d'hôpital, mais il devait sa survie à cet inconnu qui ne possédait rien, sinon le courage. Il revint vers elle, posa ses mains sur le bureau, et dit d'une voix plus douce. « Je vous dois une dette. Une dette que je ne pourrai jamais rembourser. » Elle secoua la tête. « Vous ne me devez rien. Ce n'était pas pour vous. » Ces mots le frappèrent plus durement que la première gifle invisible. Ce n'était pas pour lui, pas pour un nom, pas pour un héritage. C'était pour un être humain en danger. Tout l'empire qu'il représentait venait de rétrécir face à cette vérité désarmante. Il soupira, s'adossa à son fauteuil. Pour la première fois depuis des années, il se sentit petit, presque vulnérable. « Alors permettez-moi au moins de connaître votre nom. » Elle hésita, puis le lui donna. Un nom ordinaire, sans fortune, sans éclat. Mais dans ce bureau où chaque mot se pesait en millions, ce nom résonna comme une promesse. Le milliardaire comprit alors que son destin venait de basculer. Toute sa vie, il avait cru que le pouvoir se construisait par la force, par la peur, par la richesse. Mais cette femme lui montrait qu'il pouvait aussi naître d'un choix gratuit, d'un sacrifice silencieux. Quand elle quitta le bureau, il resta seul, les yeux perdus sur les lumières de la ville. Il savait qu'il ne pourrait plus diriger comme avant, ni regarder les autres de la même manière. Son destin, jusque-là tracé comme une autoroute, venait d'être renversé par une inconnue qui, un soir de pluie, avait choisi de sauver un vieil homme sans savoir qu'il était son père. Dans ce renversement, il entrevit peut-être la possibilité d'un avenir différent, où l'humanité compterait autant que le pouvoir. Le matin se levait sur la ville, pâle et doré, lavant les toits de la pluie de la veille. La jeune femme marchait d'un pas tranquille, presque incrédule, comme si la route sous ses pieds n'était plus tout à fait la même. Quelques semaines avaient passé depuis cette nuit où elle avait posé son sac de livreuse pour tenir la main d'un vieil homme mourant. Elle avait perdu son emploi, son équilibre fragile, mais en échange, elle avait gagné une place qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. À l'hôpital, on la connaissait désormais par son prénom. Les infirmières lui souriaient comme à une parente, et le vieil homme, rétabli peu à peu, l'accueillait chaque jour d'un regard reconnaissant. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses silences valaient des discours. Un simple geste de sa main, une pression de ses doigts, suffisait à lui rappeler combien son choix avait compté. Puis il y eut ce moment inattendu, l'invitation officielle. Le fils, le milliardaire, l'avait reçu dans ses bureaux, non plus pour l'interroger, mais pour lui proposer quelque chose.
Non pas un chèque, non pas une dette effacée par l'argent, mais une place. Une place à part, auprès de son père, auprès de la famille. Il avait reconnu en elle une loyauté rare, une sincérité qu'aucun contrat ne pouvait acheter. Elle avait hésité, longtemps. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il n'était plus possible de revenir à sa vie d'avant. Ainsi, de livreuse rejetée, elle devint une alliée discrète mais précieuse. On la voyait accompagner le vieil homme dans ses promenades, veiller à ses rendez-vous, adoucir ses journées. Elle n'était pas domestique, pas employée, pas assistante. Elle était autre chose, un repère humain, un rappel que derrière les fortunes et les façades de verre, il existait encore des cœurs capables de battre pour autre chose que le profit. Le milliardaire, lui, changeait aussi. Sa froideur demeurait, mais parfois, dans ses regards furtifs, on devinait une faille. Un soir, il lui confia à demi-mot. « Vous m'avez appris une chose que je n'aurais jamais cru entendre, il existe des dettes qu'on ne peut pas solder. Alors peut-être vaut-il mieux apprendre à les honorer. » Elle n'attendait rien, sinon que le vieil homme retrouve sa force. Mais elle comprit peu à peu que sa présence transformait plus qu'une seule vie. Elle bousculait un empire, elle réveillait une famille, elle rappelait à tous qu'un simple geste de bonté pouvait faire vaciller des certitudes bâties depuis des décennies. Un soir, en rentrant chez elle, elle s'arrêta devant une vitrine où s'affichait le titre d'un journal, « La famille Delcourt, l'héritier change de cap », elle sourit. Elle savait, sans qu'aucun article ne le dise, qu'un petit bout de ce changement venait d'elle. Et elle se dit qu'au fond, tout destin pouvait basculer ainsi, par une main tendue, par une décision prise dans l'urgence. On n'a pas besoin de richesse pour transformer une vie. On a seulement besoin de courage. Étoile rutilante et toi qui écoutes cette histoire. Peut-être que tu penses que tes choix n'ont pas de poids. Peut-être que tu crois qu'un geste ne suffit pas. Mais souviens-toi, parfois, un seul acte de bonté peut changer une destinée entière. Bulle partage cette histoire si elle t'a touché, écris en commentaire ce que tu aurais fait à la place de cette jeune femme. Cloche et surtout, abonne-toi à l'envers de l'histoire pour ne pas manquer d'autres récits bouleversants, inspirants et vrais. PA